La trahison de Sabel. Je m'appelle Koléa, Raoul Koléa. Je suis journaliste. Pour dire vrai, un obscur folliculaire oublié depuis bien longtemps dans les interstices de la rubrique des faits divers de l'expansion. Je croyais, à mes débuts, que la profession était une porte en permanence ouverte sur l'ailleurs, un tremplin à l'évasion. Je suis resté, 15 années durant, collé au réel immédiat, toujours occupé à colporter des ragots et potins sur des personnes sorties de l'anonymat par leur vie dissolue et actes pervers, des faits de société qui n'émeuvent plus le commun des Muntoulandais. Les gens ordinaires se soucient plutôt de leur propre sort, à rude épreuve, dans les affres d'une crise économique qui perdure. À mes heures perdues, j'aime aller retrouver quelques gens, des personnes avec qui je partage la même soif de l'ailleurs, sur le boulevard Marengo, autour du port autonome de Macobar-la-Turbulente. Le port, ce point de départ est resté pour eux et moi un terminus. Tous les navires en partance ont pris le large, nous laissant à quai, ou plutôt à la taverne Lion de Mer où, accroché à son comptoir qui fait office de bastingage, nous naviguons dans nos chimères, les narines lui m'engoulument l'embrun salé de la mer, les yeux tournés vers l'horizon, avec nos rêves comme ultime moyen de transport. Alfonso est des nôtres, mais c'est très rare de le voir aux zingues. Certes, sa jambe de bois ne lui permet pas de rester longtemps debout. Messial, comme nous l'appelons familièrement, préfère la solitude de la table du fond, c'est surtout parce qu'il est taciturne par nature. C'est du moins ce que nous avions toujours cru. En fait, du haut de son pilon, derrière son visage osseux et ses yeux injectés de sang, cet homme usé qui, dit-on, fut musicien, cachait un secret, un très lourd secret. J'en ai eu la confirmation hier. Al avait insisté pour que je fusse à sa table. Il avait bu plus que de mesure. Il sortit de ce sac qui ne le quittait jamais des journaux et une immense affiche qu'il étala entre nous. Il se fit servir une autre bouteille de vin, commanda pour moi un bitter lemon et se mit à raconter son histoire, ou plutôt celle de l'homme qui plastronnait sur l'affiche, une affiche à l'entête de l'Apollo Theater de New York. Son visage s'illumina quand, dans un souffle rocambestant le mauvais vin, il entama son récit par ces mots. C'était mon meilleur ami, l'une des plus grandes stars, que dis-je, la plus grande star des années 70. Il s'appelait Djangoman Tahai. Djangoman naquit au hasard de la vie, à Macobar, dans le quartier populeux de Kumbena Pilo, des amours fugaces d'une mère libertine et d'un métèque connu une nuit d'orgie et jamais plus revu. Ramasova Benga qui l'avait mis au monde ne lui survécut pas longtemps, emporté par une étrange maladie dont les victimes étaient nombreuses parmi les gens de mœurs légères. Djangoman fut recueilli par son oncle maternel. Il avait agi de la sorte, beaucoup plus par peur du qu'en dira-t-on que par pure solidarité familiale. L'éducation du pauvre enfant s'en ressentit évidemment. Abandonné à lui-même, s'il n'était pas soumis aux corvées domestiques les plus pénibles, Djangoman, à peine haut comme 3 pommes, commença à fuguer pour finir par quitter, pour de bon, son oncle et ses marâtres. Il venait juste d'avoir 7 ans, l'âge d'aller à l'école. On le vit dans les rues de la haute ville, errant le jour à la recherche de cette poignée de riz qui l'empêcherait de mourir de faim. Ces nuits, il les passait sur le parvis de la cathédrale, après s'être, des heures durant, saoulé de musique sur la deuxième piste, des salles de bal alentour. Djangoman Tahai adorait la musique. Il connaissait sur le bout de la langue tous les grands airs à la mode qui lui emplissaient les oreilles, durant ses virées nocturnes. Il les reprenait avec un talent qui allait s'affirmer au fil du temps. Djangoman avait un don certain. Avec 2 garçons de son âge, Laïegoté Seka et Edgardo Miranda qui, comme lui, rêvaient de devenir des artistes de renommée, Djangoman monta un orchestre de quartier, avec des instruments de fortune. La guitare sèche de Miranda aurait fait frémir d'horreur Manitas de Plata, la tumba de Laïegoté ne payait pas non plus de mine. Et pourtant, dans les communions, mariages et baptêmes qu'il animait, aux rythmes entraînants de la meringue, de la biguine et de la charanga, le trio était fort apprécié. À cette époque, la moyenne d'âge du groupe tournait autour de 16 ans. Le cercle intime que formaient Djangoman, Laïegoté et Miranda s'ouvrit, par la suite, à d'autres jeunes musiciens. Doté d'instruments de musique plus dignes de cette appellation, par un généreux mécène qui n'était autre que le père de Laïegoté, le groupe prit l'allure d'un véritable orchestre.
Les rêves du trio originel empruntèrent les chemins du réel après le succès retentissant que l'orchestre avait tiré de sa participation au show populaire organisé au grand stade de Macobar pour marquer d'une note mémorable l'indice de l'indépendance du Muntouland. Django Man et ses amis dont la formation avait été entre-temps baptisée le Negro Band, y avaient fait un tabac. Django Man devint la star nationale, le leader du groupe musical le plus demandé du Muntouland. Là où se produisaient Django Man et le Negro Band, là était toujours la foule grégaire des fêtards. Django Man avait fini par jeter son dévolu sur le Cienfuegos, le lieu de passage obligé du Tumacobar d'alors. C'est dans ce temple du plaisir qu'il eut le malheur de rencontrer un soir d'hivernage Sabel Samba, la femme fatale. À l'évocation de cette personne, Alfonso s'arrêta de parler. Il resta un long moment pensif, engoncé dans des souvenirs que j'imaginais tumultueux. Il redescendit subitement sur terre et reprit son récit. Sabel, continua-t-il, était dans tout l'éclat de sa beauté. Elle alliait une plastique de rêve à une élégance et une grâce qui achevaient de faire d'elle la reine de toutes les soirées du Cienfuegos. Les habitués des lieux n'avaient Dieu que pour elle. Sabel fit battre la chamade à bien des cœurs. Très sensible à ses charmes, Django Man ne tarda pas à lui déclarer sa flamme. Sabel, fan de première ligne de l'idole des mélomanes, était dans les meilleures dispositions pour accepter son amour. Ainsi naquit entre les deux jeunes gens une idylle des plus passionnées. Cette liaison amoureuse ne pouvait évidemment pas se passer dans la discrétion. Tout ce qui touche aux stars tombe rapidement dans le domaine public. Bourama Samba, le richissime père de Sabel fut pourtant le dernier à être mis dans ce qui n'était plus un secret pour personne. Et cela tout à fait par hasard. Il était ce soir-là en galante compagnie au Vénusien un maquis de première classe où hier comme aujourd'hui des couples illégitimes se font et se défont au gré des maquereaux et des maquerelles. Il était en pleine Nouba quand Mandoumbé, un travelot entremetteur qui se plaisait à se faire appeler Amina, vint le congratuler d'une voix suave. Samba, Samba, félicitations Samba, tu es un père comblé. Avoir pour futur gendre la plus grande star du Muntouland, quelle chance. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, cette foutue pédale? Tonna Bourama, avec toutes les raisons du monde de piquer la mouche. Comment? Tu n'es pas au courant. Django Man va convoler en juste noces avec ta fille et tu sembles être le dernier à le savoir. Il faut décidément s'attendre à tout dans ce pays. Minoda Amina, en s'éloignant, la démarche gracieuse, féminine à s'y méprendre. Bourama ne voulut pas en entendre davantage. Sans adresser mot à ses compagnes et compagnons de libation, il sortit rapidement du Vénusia, s'engouffra dans sa Citroën idée noire et démarra sur les chapeaux de roue. Direction le Belvédère, chez Khadija Laye, sa première femme, la mère de Sabel. Ce n'était pas son tour à elle, mais ce qu'il venait d'entendre méritait une discussion de vive voix, quelque tardive que fût l'heure. Il était 3 heures du matin quand les roues de sa voiture crissèrent sur le gravier tapissant la cour de la maison, en réponse à un coup de frein rageur, après que les domestiques réveillés par ces klaxons intempestifs eurent précipitamment ouvert le portail. Khadija qui s'était couchée, dès après-dîner, fut tout étonnée de voir Bourama débouler dans sa chambre. Mes chéris, je ne suis pas de tour aujourd'hui. Quelle agréable surprise tu me fais comme ça, roucoula Khadija, toujours aussi belle que désirable dans la vaporeuse chemise de nuit que lui imposait la chaleur nocturne. Tu oses parler d'agréable surprise. C'est plutôt de malheur et de sinistre qu'il s'agit. Et je suis certain que tu es mêlé de près à cette honteuse conspiration. C'est toi qui as poussé ma fille, notre fille dans les bras de ce vaurien de Django Man. Mais comment peux-tu croire cela, mon chéri? Tu le sais bien, je ne sors jamais de cette maison. Sabel m'en a bien parlé. J'ai pensé que tu étais au courant, que toi et ta fille étaient d'accord là-dessus. Vous ne me demandez jamais mon avis. Et Bourama ne la laissa pas terminer sa phrase. Une gifle retentissante l'envoya rouler en sanglots sur son lit. Puis, ne faisant plus attention à elle, il sortit de la chambre conjugale pour aller prendre position dans la cour de la villa, armé d'un terrifiant fouet argentin. Il n'eut pas à attendre longtemps pour voir, vers 4 heures du matin, arriver Sabel et Django Man tendrement enlacés. La colère qui l'étouffait déjà monta d'un cran. Il était littéralement hors de lui quand il fit cingler à 3 reprises son fouet sur la tête et le corps de Django Man en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Bâtard, fils de catin, hurla-t-il dans la nuit profonde. Jamais je ne te laisserai détourner ma fille. Tu ne la mérites pas. Tu ne souilleras jamais le nom de ma famille par ton sang impur.
Sabel resta accrochée au bras de Diangouman. Interloquée et abasourdie, elle ne savait quoi faire sinon crier avec force qu'elle l'aimait, bravant ainsi le courroux de l'auteur de ses jours. Les voisins qui avaient ouvert leurs volets, réveillés par les éclats de voix qui leur parvenaient du dehors, l'entendirent fondre en larmes et jurer l'indéfectibilité de son amour, faisant fi des menaces de son père. Jamais, tu m'entends? Jamais de la vie. Et si tu continues de t'acoquiner avec ce prétentieux malappris, je te renierai. Tu comprends, je jetterai ta mère dehors et je te déshériterai. Je l'aime, papa, et je l'aimerai toute ma vie durant. Si ce n'est pas avec lui, je ne me marierai jamais. Jura-t-elle. Cette profession d'amour fit oublier à Diangouman les coups humiliants et les insultes dont venait de l'abreuver l'auteur des jours de sa dulcinée, un être perfide et calculateur dont il subodorait les préoccupations inavouées. Je sais bien, père Bourama, ce qui vous dérange. Ce ne sont point mes origines, ni ma situation présente. Ce qui vous gêne, c'est plutôt le fait que, malgré la gloire qui m'auréole, je n'ai pas encore le sésame de votre classe sociale, l'argent. Je ne le sais que trop, dans votre milieu, tout, je dis bien tout, s'échange en termes de espèces sonnantes et trébuchantes. Même l'amour. Mais que m'importe, puisqu'il doit en être ainsi. J'ai, à l'instant même, pris la ferme décision de m'exiler en Europe, là où cet art qui seul peut me faire dignement vivre est rémunéré à sa juste valeur. Je vais y monnayer, et je vous assure comme il se doit ce talent qui est mien. Je reviendrai ici, riche, si riche que vous vous mettrez à genoux pour m'accorder la main de Sabel, votre fille, ma raison de vivre. Alfonso me fit prêter plus attention aux journaux qu'il avait tantôt jetés sur la table, des quotidiens de langue française, Direct Matin, Le Cancan, La Planète, Rock and Blues entre autres titres. Diangouman était à la une de la plupart de ces journaux d'époque qui ne tarissaient pas d'éloges sur sa musique exotique, ce son chaloupé venu d'outre-Atlantique et qui faisait alors fureur en Europe et même aux États-Unis. Diangouman, sitôt débarqué à Paris, fit équipe avec des compatriotes musiciens trouvés sur place. Ils formèrent le Diangouman All-Star. Il investit une bonne partie de ses économies dans l'affaire. Le succès n'était pas venu tout de suite, mais il vint quand même. Enregistrement en studio, production de cassettes musicales, tournée à travers l'Europe et par la suite aux États-Unis, la consécration à l'Apollo Theater. Ce fut la gloire et la vraie fortune. Diangouman devint millionnaire, non en danks, la monnaie du Muntoulan qui n'avait cours que sur son territoire, mais en dollars américains et en francs lourds, comme cela se disait. Tout cela pour l'amour de Sabel qui lui avait juré fidélité. Tout de suite après l'exil européen de Diangouman, Lahayegoté avait pris en main le Negro Band. Il était également devenu propriétaire et gérant du Cienfuegos, par la grâce financière de son père. Lahayegoté qui, depuis les prémices du Negro Band, vouait une sourde haine à Diangouman pour l'ombrage que lui faisait son succès personnel, était alors en pleine félicité. Il avait désormais tout à lui, le Negro Band, le Cienfuegosé, en prime, Sabel qu'il convoitait déjà, du temps où elle ne respirait que pour Diangouman. Avec le temps va, tout s'en va, dit la chanson. Tout peut s'effacer, même les amours les plus passionnés. Sabel avait fini par ôter Diangouman de son cœur, sans pour autant mettre un terme à la correspondance qu'elle entretenait avec lui. En fait, elle l'avait maintenu par intérêt, juste pour s'habiller au dernier cri de Paris, avant toutes les autres et pour les sommes d'argent qu'il lui envoyait régulièrement. Son cœur allégé du serment de fidélité naguère fait à Diangouman ne battait plus que pour Lahayegoté. Il avait ainsi donc pris Sabel dans ses rets. Et Bourama n'avait pas hésité à lui accorder sa main, le considérant comme un parti bon sous tous les rapports. Son père était de la haute bourgeoisie, avec un niveau de fortune égal, sinon supérieur au sien. Le mariage fut célébré avec éclat. Et personne ne jugea en mal la trahison de Sabel. Personne sauf Miranda, l'ami de toujours. Ce revirement de situation l'avait tellement choqué que, dans sa colère, il avait copieusement injurié Lahayegoté et claqué la porte du Cienfuegos. Pour de bon. Pourtant il n'écrivit pas de lettre à Diangouman pour lui apprendre ce qui venait de se passer en son absence, craignant sans doute de commettre un acte qui pourrait le déstabiliser et ruiner sa carrière. Et personne ne le fit. Diangouman était loin de se douter que Sabel avait trahi son amour quand, un soir d'août, il débarqua sans crier gare à l'aéroport international Patrice Lumumba de Macobar, pour des vacances méritées.
Une voiture prise en location avec chauffeur l'attendait sur le parking de l'aéroport. Il s'y engouffra et demanda à être conduit rapidement et sans détour au Cienfuegos. Il était pressé et sûr d'y retrouver sa Dulcinée et ses deux autres amis, Miranda et la Yegote. Djangoman voulait leur faire une agréable surprise. C'est lui qui fut amèrement surpris en trouvant Sabel, langoureusement levée dans les bras de la Yegote. Il fut au comble du désespoir quand quelqu'un lui apprit moqueusement que les deux tourtereaux étaient désormais mari et femme. Djangoman ne resta pas plus longtemps. Le choc qu'il avait reçu en plein cœur l'avait comme foudroyé. À quoi bonne une scène d'explication? Ce serait grotesque au milieu de tous ces gens-là, et puis c'était trop tard, trop tard. Sorti du Cienfuegos, Djangoman avait d'autorité libéré le chauffeur du véhicule de location. À son volant, il erra toute la nuit, allant de bar en bar noyer son chagrin, lui qui n'avait jamais pris une seule goutte d'alcool de sa vie. On le retrouva au lever du jour, mort au bas de la falaise surplombant la plage des Anciens. La voiture avait dérapé, au virage en dessus. Arrivé à ce point de son récit, Alfonso se mit subitement à trembler, sous le poids d'une émotion mal contenue. Ce fut avec peine qu'il put retrouver dans les journaux épars sur la table celui qu'il cherchait pour me le montrer. C'était le journal L'Époque, le quotidien national du Muntoulan. L'article que me fit lire Alfonso faisait cas de l'accident, avec cet exorde, une étoile s'est éteinte. Djangoman, le célèbre artiste musicien qui avait quitté le pays pour aller chercher gloire et fortune en Occident, est mort hier à l'aube. Il a perdu la vie, au lendemain de son retour de France, dans un étrange accident de la circulation, sur la route surplombant la plage des Anciens. L'article m'avait rafraîchi la mémoire et rappelé qu'à 1 ou 2 semaines d'intervalle, un autre accident s'était produit au même endroit. Et par coïncidence, les victimes qui moururent carbonisées dans ce second drame étaient, me souvins-je, Sabel Samba et la Yegote Seka. Et puis, Alfonso ne me laissa pas terminer. Oui, tu as raison, c'était bien eux. Mais, poursuivit-il, ces deux accidents n'étaient pas le fait du hasard. Le premier est la conséquence tragique d'un amour trahi. Djangoman s'était laissé aller à la dérive à cause d'une femme. Dans le second, cette femme a payé de sa vie le prix de sa trahison, la Yegote également. Tous deux par la main de Miranda qui, par son acte, a voulu venger son ami. C'est lui qui, sous la menace d'une arme à feu, avait obligé la Yegote à conduire son véhicule jusque là-bas, sur la falaise. Après les avoir froidement abattus, lui et Sabel, il mit le feu à la voiture et la fit basculer dans le précipice. Miranda s'en était sortie avec une jambe brisée par un éclat. La voiture avait explosé avant de toucher le fond du ravin. Il traîna des jours et des jours sa blessure avant d'aller se faire soigner. Elle s'était gangrenée. Il n'y eut d'autre solution que de lui couper son membre malade, pour éviter le pire. Mais personne ne fit le rapprochement entre sa blessure et l'accident qui avait coûté la vie à Sabel et la Yegote. Tu vas me demander où est maintenant Miranda. Mais en fait, tu ne le sais que trop, depuis quelques minutes. Tu veux tout bonnement que je te le confirme. Eh bien oui, Miranda, c'est bien moi Alfonso Miranda, Edgardo Alfonso Miranda ou Al si tu préfères. Je n'en pouvais plus de garder ce secret qui m'empoisonne la vie. Il fallait que je m'en délivre. Voilà qui est fait, me souffla-t-il, dans un soupir de soulagement qui mit fin à son long monologue. Quand j'ai quitté Al, tard dans la soirée d'hier, je n'avais qu'une seule idée en tête, faire de ses confidences le scoop de ma vie. Mais à l'heure qu'il faisait, le journal avait déjà été bouclé. J'ai dû patienter jusqu'à ce matin pour en parler à Mandoumbe Sanogo, le rédacteur en chef de l'Expansion. Sa réponse m'est tombée comme un couperet. Feu, ces accidents d'il y a je ne sais plus combien d'années, écoute vieux, ne réveillons pas les morts. Trouve-moi quelque chose qui accroche vraiment nos lecteurs. Tu veux bien. Ainsi froidement et conduit, je m'en suis allé dans la salle de rédaction tout de même coucher sur papier cette histoire telle que me l'a racontée son dernier protagoniste, Edgardo Alfonso Miranda. C'est une nouvelle qui ne sera, hélas, jamais publiée dans l'Expansion. Mais je me suis promis d'en faire la première d'une longue série sur les histoires troubles du Muntouland.